Qu'il s'agisse d'achats imprudents, d'investissements stupides, de problèmes juridiques imprévus ou de relations qui tournent au vinaigre, les façons dont la richesse nouvellement acquise peut être mal gérée sont variées et souvent déroutantes. Grâce à un mélange d'anecdotes, de statistiques et de points de vue d'experts, nous allons découvrir comment ces 10 gagnants de la loterie ont réussi à transformer leur situation enviable en un récit édifiant. 1. Denise Rossi. L'histoire de Denise Rossi est un mélange intrigant de relations personnelles et de complexité juridique. Elle s'est mariée avec Thomas en 1971. Cependant, l'histoire a pris un tournant en novembre 1996 lorsque Denise a rejoint un groupe de loterie organisé par sa collègue de travail, Bernadette Kersio. Ce groupe met en commun ses ressources en versant 5 $ chaque semaine dans l'espoir de gagner le gros lot. Denise n'est cependant restée que 3 semaines dans la cagnotte et s'en est retirée vers le 1er décembre 1996. À la fin du mois de décembre de la même année, Denise a reçu un appel de Madame Kersio qui a bouleversé son monde. Le groupe avait trouvé l'or, remportant un jackpot de loterie substantiel de 6 680 000 $. La part de Denise s'élevait à la somme stupéfiante de 1 336 000 $, à verser en 20 annuités de 66 800 $ après impôt. Denise a avoué qu'elle avait hésité à en parler à son mari, Thomas, craignant qu'il n'essaie de réclamer l'argent pour lui-même. Elle s'est même rendue au bureau de la commission de la loterie, révélant son état civil comme étant mariée mais envisageant le divorce, et suivant leur conseil de demander le divorce avant de recevoir le premier versement. Au début du mois de janvier 1997, Denise a entamé une procédure de divorce devant la Cour supérieure de Los Angeles. Le fait qu'elle ait caché à Thomas la nouvelle de son gain à la loterie et qu'elle ait demandé le divorce 11 jours après avoir gagné montre son égoïsme. En utilisant l'adresse de sa mère pour recevoir des communications relatives à la loterie, Denise a maintenu le secret. La demande de divorce a été signifiée à Thomas en janvier 1997. Le même jour, les deux époux ont entamé des discussions sur le règlement du divorce. Il est intéressant de noter que Thomas n'a pas été représenté par un avocat au cours de cette procédure. Au lieu de cela, il a rencontré Denise et son avocat pour finaliser la dissolution. Denise a présenté des documents financiers, tels qu'un tableau des actifs et des dettes, une déclaration finale de divulgation et une déclaration des revenus et des dépenses datée de janvier 1997. Ce qui est frappant, c'est que tout au long de la procédure, Denise n'a jamais indiqué si ses gains de loterie étaient des biens communs ou des biens séparés. Cette omission a jeté les bases des batailles juridiques qui ont suivi. En 1998, Thomas s'est retrouvé en faillite. En mai 1999, il prend connaissance des gains de loterie de Denise. Cette découverte a marqué un tournant, amenant Thomas à faire appel à un avocat. Il a contacté l'avocat de Denise et a appris que Denise avait effectivement gagné une partie du prix de la loterie, bien qu'elle n'ait pas voulu se séparer d'une partie substantielle. Les complexités de l'affaire ont incité Thomas à déposer une requête en juillet 1999. Il cherche à faire annuler la dissolution du mariage en invoquant la fraude, le manquement à l'obligation fiduciaire et le défaut de divulgation. Thomas a également demandé à CE que les gains de la loterie soient considérés comme un bien omis, en vue d'obtenir 100% de la somme gagnée. Le tribunal de première instance est intervenu, ordonnant la comptabilisation des gains de loterie de Denise et imposant des restrictions sur leur disposition. Denise a reçu l'ordre du tribunal de verser à son ex-mari 20 paiements annuels d'un montant de 66 800 $, CE, qui représentait la totalité de son prix de loterie. L'avocat de Denise, Connolly Euler, a souligné qu'elle aurait pu le conserver si elle avait été franche au sujet de l'argent. 2. José Antonio Cuatoc. Le 17 novembre 2010, José Antonio Cuatoc, originaire du Guatemala et ayant immigré en Géorgie, a décidé de tenter sa chance et d'acheter un billet de loterie Jingle Jumbo Bucks. José a acheté ce billet au OM Food Mart, sans se douter qu'il était sur le point de gagner à la loterie. Le soir même, il est retourné au magasin avec sa petite amie pour vérifier son billet. Et boum, il avait gagné. Son excitation a cependant été de courte durée. José n'avait pas de papier, et bien qu'il vive aux États-Unis, il n'avait pas les documents nécessaires. Il craignait qu'en essayant de gagner ses gains, il ne s'expose à des problèmes juridiques, voire à l'expulsion. Pour tenter de résoudre sa situation, il s'est tourné vers son patron, Eric Cervantes, pour lui demander de l'aide. Il lui a demandé de réclamer l'argent du prix en son nom. Eric a accepté de l'aider, mais au lieu de faire ce que José espérait, il s'est emparé du prix de la loterie. Un énorme montant de 750 000 $. C'est vrai, il a encaissé le billet et n'a pas vraiment respecté son accord avec José. Sous le coup de la colère et du désespoir, il a commencé à appeler le domicile d'Eric, à réclamer ses gains légitimes et, selon certaines informations, à proférer des menaces. Cette action a valu à José des ennuis judiciaires. Il a été arrêté pour menaces terroristes, contrefaçon et violation de la mise à l'épreuve. Tout cela parce qu'il essayait de réclamer ceux qui lui revenaient de droit. Pendant toute cette tourmente judiciaire, José s'en est tenu à son histoire.
Il a insisté sur le fait qu'Eric avait volé son billet et l'argent qui l'accompagnait. Il était fermement convaincu qu'il avait été lésé. Mais la police, elle, n'était pas aussi convaincue. Et malgré ses efforts, l'expulsion est devenue une réelle possibilité pour José. L'affaire a attiré l'attention du public et les soutiens ont commencé à affluer. Les images de surveillance de l'Home Food Mart, confirmant que José était bien celui qui avait acheté le billet gagnant, ont également contribué à faire pencher la balance en sa faveur. Il était clair qu'Eric avait menti. La bataille juridique s'est intensifiée lorsque les deux parties se sont affrontées au tribunal. L'équipe juridique de José a présenté son dossier et le jury s'est mis au travail. Après un examen approfondi, ils ont pris une décision. Il a tranché en faveur de José, lui accordant l'intégralité du prix de 750 000 $. Cependant, une fois les impôts pris en compte, la somme qu'il a reçue s'élève à 517 500 $. En outre, il s'est vu accorder 207 000 $ de frais d'avocat et 25 000 $ supplémentaires de dommages-intérêts punitifs. Il s'agit d'une victoire importante pour José. On a découvert par la suite qu'en Géorgie, il n'est pas nécessaire d'être citoyen pour réclamer des gains de loterie, pour autant que l'on remplisse les conditions d'âge. Ce détail montre qu'il est essentiel de connaître la loi, même dans des situations inattendues, comme celle de José. Il a été confronté à différents problèmes juridiques, bien qu'il ait obtenu le droit de rester aux États-Unis au cours de l'affaire civile. En 2011, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse dans le comté de Houston, ce qui a déclenché une mise en détention par les services de l'immigration et des douanes, ICE. Sa situation suscite la sympathie, car ses avocats font valoir que sa vie pourrait être menacée s'il était expulsé, surtout si l'on considère que la maison de sa famille au Guatemala a été prise pour cible après que la nouvelle de son gain à la loterie s'est répandue. 3. Justin Reiter. Justin Reiter, un jeune homme de la province de l'Alberta, au Canada, s'est retrouvé sous les feux de la rampe à la suite d'un incroyable coup du sort qui a commencé par un gain à la loterie qui a changé sa vie. À la fin de l'automne 2015, des nouvelles ont commencé à circuler à propos d'un jeune homme de 27 ans nommé Justin Reiter, qui avait trouvé de l'or, pas seulement métaphoriquement, mais tout à fait littéralement. Il avait remporté un jackpot stupéfiant d'une valeur de 598 556 $, un montant dont beaucoup ne peuvent que rêver. Cette manne inattendue lui a permis de réaliser ses rêves, de se prélasser dans le luxe et de jouir d'une liberté financière qu'il n'avait probablement jamais imaginée. Mais le gain du jackpot de Justin n'était pas qu'une question d'argent. Ses amis et connaissances ont rapidement révélé qu'il avait une affinité pour l'excentricité et l'inattendu. Il semblait marcher au rythme de son tambour et ses intérêts étaient loin d'être conventionnels. Il s'est avéré que Justin avait un penchant pour le comique et l'absurde, comme en témoigne sa fascination pour le film Goldmember de 2002. Ce film, une parodie ludique de la série Austin Powers, dépeint un monde d'espionnage et d'absurdité, avec un méchant qui a l'étrange habitude de recouvrir d'or les parties intimes de ses victimes. C'est ce concept qui a captivé l'imagination de Justin. Inspiré par l'acte extravagant et presque surréaliste décrit dans le film, Justin a pris une décision audacieuse. Il a décidé de célébrer sa nouvelle richesse d'une manière inoubliable et audacieuse, en plaquant d'or ses testicules. La simplicité d'une simple peinture n'était pas suffisante. Justin aspirait à l'éclat authentique d'un métal précieux. C'est ainsi que, armé de l'enthousiasme d'un homme qui embrasse l'extraordinaire, il s'est lancé dans cette entreprise unique. Avec détermination et ingéniosité, Justin a mis son plan à exécution. Il a commencé par appliquer de la peinture à base de plomb sur ses parties intimes, ignorant peut-être les dangers qui l'attendaient. Mais, ne se contentant pas d'une transformation superficielle, il a visé l'authenticité. Sollicitant les services d'un orfèvre de l'automobile, il a emprunté l'équipement nécessaire à un garage local pour faire passer sa vision excentrique à la vitesse supérieure. Cependant, le destin a pris une tournure tragique pour Justin. 12 heures à peine après avoir réalisé cette opération singulière, il a été frappé par une série de problèmes de santé qui lui ont été fatals. La décision fantaisiste qu'il avait prise dans un moment de célébration a laissé derrière elle une histoire à la fois déconcertante et édifiante. Les complications qui en ont découlé ont entraîné sa mort. Les rapports d'autopsie ont rapidement révélé la triste vérité. La vie de Justin a été interrompue par un empoisonnement à la peinture à base de plomb. L'incident a provoqué une onde de choc dans sa communauté et dans le monde entier, car les médias ont repris l'histoire, captivant les lecteurs par son mélange d'étrange et de tragique. 4. Alessia Battle. Alessia Battle, mère de 4 enfants, a fait parler d'elle en 2003. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, elle s'avère être un tour de montagne russe plein de rebondissements. Alessia Battle, qui vivait à Cleveland, dans l'Ohio, a fait les gros titres en déclarant qu'elle avait perdu ce billet de loterie d'une valeur de plusieurs millions de dollars le 30 décembre 2003. Elle a déclaré avoir laissé tomber son sac à l'extérieur d'une supérette à South Euclid, dans la banlieue de Cleveland. Les gens ont pris sur eux de braver les températures glaciales, armés de lampes de poche, pour parcourir le parking et les buissons avoisinants à la recherche de ce bout de papier qui aurait pu changer leur vie.
Elle prétendait avoir perdu un billet de loterie d'une valeur stupéfiante de 162 millions de dollars. C'est le genre d'imagination dont on rêve, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, tout le monde voulait une part du gâteau du jackpot. La police a également pris son histoire au sérieux. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Elle semblait sincère, et son explication du choix des numéros gagnants en fonction de l'âge et de la date de naissance des membres de sa famille paraissait légitime. De plus, on sait que le gagnant a choisi lui-même ses numéros, et non un hasard généré par un ordinateur. À ce stade, personne n'avait donc de raison de douter d'elle. Mais, comme on dit, la vérité a une drôle de façon d'éclater au grand jour. Rebecca Jamison, une employée d'hôpital, s'est avérée être la véritable gagnante. Elle a réclamé le prix le 6 janvier, laissant Alessia Battle dans une situation quelque peu embarrassante. Alessia Battle a dû s'expliquer sérieusement, et c'est ce qu'elle a fait, en admettant, les larmes aux yeux, qu'elle voulait tellement gagner pour sa famille. En avril, Alessia Battle a dû faire face aux conséquences juridiques de son histoire. Elle a été reconnue coupable d'avoir déposé un faux rapport de police, un délit mineur. En conséquence, elle a été mise à l'épreuve pendant 1 an et s'est vue infliger une amende de 1 000 $. En outre, elle a dû payer 5 596 $ et 71 cents de dédommagement. Lors d'une comparution marquée par un plaidoyer de non-contestation, Madame Battle a reconnu qu'elle comprenait les accusations portées contre elle sans pour autant admettre sa culpabilité. La procédure judiciaire, supervisée par la juge Patricia Ann Cleary, a finalement abouti à la condamnation de Madame Battle pour avoir inventé l'histoire. Au-delà des conséquences juridiques, la vie de Madame Battle a pris un tournant inattendu. Trouver un emploi est devenu une épreuve. Elle décide alors de canaliser sa détermination vers quelque chose de non conventionnel, la boxe. Elle troque le taekwondo contre des gants de boxe et commence à s'entraîner avec Romeo Connor, un entraîneur de boxe chevronné. Et vous savez quoi? Elle a prouvé son engagement, gagnant la confiance de Connor grâce à ses efforts incessants. Et le plus surprenant, lors d'une interview accordée par Battle, elle a révélé qu'elle n'avait pas renoncé à ses rêves de loterie. Elle a fièrement montré qu'elle avait joué à la loterie lors d'un récent tirage de plusieurs millions, où personne n'avait gagné. Mais voici le clou de l'histoire. Si elle gagnait un jour, elle s'est jurée de ne pas réclamer l'argent elle-même. Au lieu de cela, elle laisserait son fils de 22 ans s'en charger. 5. Ibi Roncaioli. Les racines d'Ibi Roncaioli remontent à la Hongrie, mais elle s'est installée dans l'Ontario, au Canada. Elle et son conjoint, le docteur Joseph Roncaioli, ont partagé un remarquable parcours conjugal de 3 décennies. Le couple s'est installé à Vaughan, en Ontario, une ville située au nord de Toronto. Joseph, le mari d'Ibi, mène une carrière florissante en tant que gynécologue. En 1991, Ibi Roncaioli et son amie Lyudmila Yutin ont connu un coup du sort inattendu en remportant un incroyable jackpot de 10 millions de dollars au jeu Canada Lotto, 6 sur 49. Ce gain exceptionnel les a propulsés sous les feux de la rampe et a considérablement modifié la trajectoire de la vie d'Ibi. À l'époque, cette énorme somme d'argent promettait de nouvelles opportunités, la réalisation de rêves et la sécurité financière pour Ibi et sa famille. Sa part des gains s'élevant à 5 millions de dollars, il s'agissait d'une manne qui allait changer sa vie et la remodeler de manière inimaginable. Cependant, au fil du temps, les effets de ce gain monumental ont commencé à se manifester de manière à la fois attendue et inattendue. Alors que les lendemains immédiats de la victoire étaient probablement remplis de célébrations et d'aspirations, la réalité de la gestion d'une somme d'argent aussi importante s'est imposée. La gestion d'une richesse soudaine peut être aussi difficile qu'excitante. D'après divers témoignages et rapports, il semble qu'Ibi ait choisi de garder une partie importante de ses gains confidentiels, ne révélant pas ouvertement l'étendue de sa nouvelle situation financière. Cette décision a pu découler d'un désir d'intimité, ou peut-être de l'espoir de se protéger, elle et sa famille, des complications potentielles qui accompagnent une richesse substantielle. Malheureusement, au fil des ans, la relation d'Ibi avec son mari, le docteur Joseph Roncaioli, a commencé à s'effilocher. Malgré leur apparence de couple heureux, derrière les portes closes, leur mariage était apparemment tendu et ils menaient des vies de plus en plus séparées. Cette discorde conjugale a probablement exercé une pression supplémentaire sur Ibi, qui était également aux prises avec des problèmes personnels, notamment l'alcoolisme. Au fil des ans, le paysage financier a pris une tournure inattendue. Contrairement aux attentes selon lesquelles une victoire de plusieurs millions de dollars pourrait apporter une stabilité financière durable, la valeur nette d'Ibi a diminué de manière significative. Les rapports suggèrent qu'au moment de sa mort, ses actifs totaux étaient tombés à environ 300 000 $. Cette différence frappante entre la manne initiale et le résultat soulève des questions sur la manière dont l'argent a été géré et réparti au fil des ans. Tragiquement, l'histoire d'Ibi Roncaioli a pris une tournure sombre avec sa mort prématurée en 2003. Les circonstances de son décès ont été entourées de mystères et de controverses. Lors de l'autopsie, des niveaux toxiques d'analgésiques et d'alcool ont été trouvés dans son corps, ainsi que des marques d'aiguilles sur ses jambes et ses pieds. Cette découverte a suscité des soupçons et une enquête, qui a finalement abouti à l'aveu de son mari,
qui a déclaré lui avoir injecté des analgésiques. L'aveu du docteur Joseph Roncaioli a jeté une lumière crue sur leur mariage troublé, sur le déclin de la santé d'Ibby et sur les conséquences complexes de son gain à la loterie. La procédure judiciaire qui s'en est suivie, au cours de laquelle Joseph a été reconnu coupable d'homicide involontaire, a mis en lumière les strates complexes de leur relation et les difficultés liées à la gestion d'une immense richesse. 6. Willie Hurt. L'histoire de Willie Hurt est à la fois celle d'une fortune et d'une tragédie. Originaire de Lansing, dans le Michigan, il s'est retrouvé sous les feux de la rampe en juin 1989 lorsque la chance lui a souri et qu'il a remporté un gain important lors du tirage du Michigan Super Loto. À l'époque, Hurt menait une vie de famille dévouée, marié et père de 3 enfants. Son gain, d'un montant stupéfiant de 3,1 millions de dollars, lui promettait un avenir meilleur, ainsi qu'à ses proches. Cependant, la vie ne suit pas toujours le scénario d'un conte de fées. Pendant 2 ans, la vie de Hurt a pris un tournant inattendu et sombre. Sa vie familiale, autrefois stable, s'est effondrée, marquée par une séparation d'avec sa femme. De plus, ce qui avait commencé comme un triomphe festif s'est transformé en une chute tragique, alors qu'il luttait contre la dépendance au crack. Le prix de la loterie de Hurt, réparti en versements annuels sur 2 décennies, avait le potentiel d'être transformateur. En effet, il recevrait environ 156 000 dollars par versement. Pour la plupart des gens, cette somme serait plus que suffisante pour s'assurer une vie confortable et stable si elle était gérée prudemment. Malheureusement, la situation de Hurt s'écarte radicalement de la voie du confort et de la stabilité. L'année 1991 a été marquée par une série d'événements déchirants. Le combat de Hurt contre la toxicomanie s'intensifie, le laissant non seulement sans le sou, mais aussi aux prises avec ses démons personnels. La semaine du 19 septembre 1991 s'est avérée fatidique lors de son séjour au Burkwood Inn. Pendant son séjour à l'hôtel, Hurt croise la route de Wendy Elizabeth Kimey, une femme de 30 ans. Pendant 2 jours, ils ont été impliqués dans un mélange chaotique de drogues et d'alcool, et ils ont eu des disputes enflammées que l'on pouvait entendre dans tout l'hôtel. Tragiquement, leurs disputes ont entraîné la mort prématurée de Kimey. Une blessure par balle l'a emporté. Ce sinistre événement a conduit Hurt à se rendre à la police de Lansing le jour même du meurtre. Au cours de la procédure judiciaire qui a suivi, il a été révélé que l'altercation qui a conduit à la mort de Kimey découlait de la frustration de Hurt face à leur incapacité à se procurer davantage de crack. L'avocat de Hurt, Malik Odari, a tenté de présenter un portrait plus sympathique de son client en soulignant le divorce en cours de Hurt et ses difficultés financières. Hurt a été confronté à la gravité de la loi lors de sa comparution le 20 septembre 1991 sous l'inculpation de meurtre ouvert. Dans le contexte juridique du Michigan, une accusation de meurtre ouvert permet au jury de déterminer s'il s'agit d'un meurtre au premier ou au second degré sur la base des preuves présentées au cours du procès. Bien qu'il ait avoué le crime et signé des aveux, Hurt a déclaré ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Cet aveu a incité le juge du district de Mason, Thomas Brennan Jr., à ordonner une évaluation psychiatrique avant le procès. S'il avait été reconnu coupable, Hurt aurait pu être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est intéressant de noter que, même dans ces circonstances désastreuses, les responsables de la loterie du Michigan ont affirmé que Hurt continuerait à recevoir ses paiements de loterie, quelle que soit l'issue du procès. Ce qui s'est passé par la suite reste incertain, car la couverture médiatique de l'affaire Hurt semble avoir cessé après septembre 1991. 7. Christina Goodnow. Originaire du sud de l'Oregon, la vie de Christina a été marquée par des défis et des incertitudes financières. Chômeuse et seule responsable du bien-être de ses enfants, elle s'est retrouvée sur la corde raide, à la limite de la stabilité financière. Luttant pour joindre les 2 bouts, les circonstances ont conduit Christina à prendre une série de décisions discutables. Au cœur de sa situation, une carte de crédit volée appartenant à la mère décédée de son petit ami, Inez Cornett. Avec cette carte, Christina s'est aventurée à faire des achats non autorisés, accumulant un total de 11 366 $ de dépenses. Ces actions ont été menées avec un flair audacieux, en utilisant le nom de Cornett et en présentant des pièces d'identité portant à la fois la photo de Christina et le nom de Cornett. Cependant, l'intrigue a pris une tournure palpitante lorsque l'un des achats de Christina s'est avéré être un billet de loterie d'une valeur stupéfiante d'1 million de dollars. Ce gain de loterie, un coup de chance inattendu au milieu de sa situation difficile, lui a permis d'accéder à une vie meilleure. Les gains devaient être versés en tranches annuelles de 50 000 $ sur une période de 20 ans. Après déduction des impôts, le premier versement de Christina s'élevait à 33 500 $. Par un intéressant coup du sort, elle a utilisé une partie de cette somme initiale pour régler le solde de sa carte de crédit non autorisée. Un geste financier ironique compte tenu de la nature de ses actions. C'est au moment d'obtenir le 2e versement qu'elle s'est fait prendre et qu'elle a dû faire face à la colère de la justice. Les suites judiciaires ont été à la fois complexes et convaincantes.
Un grand jury a inculpé Cristina d'une série de chefs d'accusation, notamment d'usurpation d'identité, de volume aggravé au premier degré, de falsification au premier degré, de volume au premier degré, d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit, de possession illégale de méthamphétamine et de tricherie. Ces accusations ont mis en évidence la gravité des actes de Cristina, en brossant un tableau saisissant des conséquences de ses choix. En fin de compte, l'affaire de Cristina s'est retrouvée au tribunal, où les arguments juridiques et les questions constitutionnelles ont occupé le devant de la scène. Sa défense s'est articulée autour de l'application de la clause des amendes excessives du 8e amendement, en faisant valoir que la confiscation proposée de et gains de loterie était manifestement disproportionnée par rapport à ces crimes. Cette clause, qui protège contre les amendes punitives qui dépassent l'infraction, a ajouté une couche de complexité à la procédure. Au fur et à mesure que la bataille juridique se déroulait, les questions centrales tournaient autour de la question de savoir si ces gains de loterie pouvaient être confisqués en vertu des lois pénales de l'Oregon sur la confiscation, si la clause des amendes excessives était applicable dans ce contexte, et, dans l'affirmative, si la confiscation violait effectivement la clause. Finalement, la Cour d'appel de l'Oregon a statué que le département de police de Medford avait droit au montant initialement accordé à Goodnow par la loterie de l'Oregon. Le raisonnement de la Cour était basé sur l'idée que la confiscation ne constituait pas une sanction trop sévère, étant donné qu'elle ne concernait que les fonds que Goodnow avait acquis par des méthodes illégales. 8. Sharon Tirabassi. Sharon Tirabassi, une Canadienne ordinaire de Hamilton, en Ontario, a eu une vie à laquelle la plupart d'entre nous peuvent s'identifier. Elle a connu sa part de difficultés, grandissant dans des refuges pendant son adolescence. Mais en avril 2004, une chose incroyable s'est produite et a changé sa vie pour toujours. Imaginez, elle vérifie son billet de Loto Super 7 et boum, elle a gagné un jackpot stupéfiant de 10,5 millions de dollars. C'est comme l'intrigue d'un film qui fait du bien, n'est-ce pas? Avant ce gros lot, Sharon vivait le quotidien d'une mère de famille, élevant 3 enfants et vivant dans un appartement loué. Elle venait de commencer à travailler comme aide-soignante, mais n'avait même pas de voiture pour se rendre au travail. Sa chance a complètement tourné lorsqu'elle a appris qu'elle avait gagné au loto. Pouvez-vous imaginer le choc et l'euphorie? Avec ce gain, la vie de Sharon s'est transformée d'une manière qu'elle aurait difficilement pu imaginer. Elle s'est montrée incroyablement généreuse, partageant sa nouvelle richesse avec sa famille et ses amis. Elle a donné 1 million de dollars à ses parents et a réparti 1,75 million de dollars entre ses 4 frères et sœurs. Soudain, elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe, et ses amis, anciens et nouveaux, sont sortis du bois pour partager sa bonne fortune. Mais, comme vous le savez, la vie n'est jamais faite que d'arc-en-ciel et de papillons. Alors que la générosité de Sharon semblait être une bonne idée, certaines amitiés se sont dégradées, et les prêts qu'elle a accordés n'ont jamais été remboursés. Avec sa nouvelle richesse, Sharon a plongé dans un monde de luxe. Elle s'est rendue à Cancun, en Californie, en Floride, à Las Vegas et dans les Caraïbes, offrant souvent ses voyages à ses amis. Sharon et son mari ont même acheté une maison de 515 000 $ et possèdent une impressionnante collection de voitures, dont une Mustang, une Dodge Charger, un Hummer et une Cadillac Escalade customisée qui avait ses tours de passe-passe. Mais la vie lui a réservé des surprises. Le moment de la prise de conscience est arrivé lorsqu'elle a découvert que son compte en banque ne contenait plus que 750 000 $. Ils ont déménagé, puis se sont installés à Hamilton, l'argent leur glissant entre les doigts. En 2013, Sharon et son mari se sont retrouvés à vivre dans un appartement locatif avec leurs 6 enfants. Elle a repris le travail, pris le bus et embrassé une vie plus simple. Ce qui est fou, c'est que même s'ils avaient goûté à la grande vie, cela ne les dérangeait pas. En fait, ils pensaient que l'argent leur avait apporté plus d'ennui que de bonheur. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Au lieu de se languir de sa fortune perdue, Sharon a réalisé qu'elle était plus heureuse sans tout cet argent. Elle a appris qu'une vie qui a du sens, une vie remplie d'objectifs et de relations, est plus importante que des vêtements de marque ou des vacances luxueuses. Le reste de l'argent qu'elle a gagné est placé dans un fonds fiduciaire auquel ses enfants auront accès lorsqu'ils atteindront l'âge de 26 ans. 9. Americo Lopez. Americo Lopez est un Américain d'origine portugaise qui vit dans le New Jersey et travaille dur comme ouvrier du bâtiment. Depuis des années, lui et ses collègues de Berto Construction Inc. mettaient leur argent en commun pour acheter des billets de loterie. C'était une tradition amusante. Ils cotisaient, Lopez achetait les billets et ils partageaient tous le plaisir de rêver au jackpot. Et puis, en novembre 2009, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Monsieur Lopez s'est rendu compte que le billet méga million qu'il avait acheté au nom de l'équipe était tombé sur les numéros gagnants. L'énorme gain de 77 millions de dollars était à partager, mais Lopez a décidé qu'il ne partagerait rien du tout. Il a tranquillement encaissé les gains, un montant stupéfiant de 38,5 millions de dollars, et n'en a pas soufflé mot à ses coéquipiers. Pas un mot. 6 d'entre eux, dont Lopez, avaient versé chacun 2 $ à la loterie. Ils n'ont pas gardé de traces écrites de qui a payé quoi, ils étaient amis, après tout. Ils pensaient simplement que Lopez,
qui achetaient les billets leur ferait savoir s'ils avaient gagné. Malheureusement, cette confiance s'est avérée coûteuse. Par chance, une autre personne de San Francisco a également trouvé les numéros gagnants. L'énorme prix a donc été divisé en deux prix tout aussi énormes de 38,5 millions de dollars chacun. Lopez, fort de sa nouvelle richesse, n'a pas hésité. Il n'a rien dit à ses amis. Au lieu de cela, il a raconté qu'il avait dû se faire opérer du pied, qu'il s'était absenté de son travail et qu'il avait même demandé des allocations de chômage. Pendant tout ce temps, il se prélassait secrètement avec ses millions. Il a dit aux responsables de la loterie du New Jersey qu'il était le seul gagnant à avoir acheté le billet tout seul. Ils l'ont cru. Il a choisi l'option de la somme forfaitaire, ce qui a ramené le prix à 24 millions de dollars, et après impôt, il a été arrondi à environ 18 millions de dollars. Il a remboursé son prêt hypothécaire, acheté un nouveau camion de luxe, fait un voyage au Portugal et distribué de l'argent et des cadeaux à sa famille. Il a même versé un acompte de 145 000 dollars pour l'achat d'un superbe manoir d'une valeur d'1,5 million de dollars. Cette maison faisait rêver, située sur une vaste propriété de 5,24 acres avec 4 chambres, 6 salles de bain et une allée circulaire réservée aux voitures de luxe. En 2010, la vérité a fini par rattraper Lopez. Il a vendu la mèche à l'un de ses anciens collègues, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ses anciens collègues ont appris que Lopez les avait trompés depuis le début. Ils l'ont poursuivi en justice, et, après quelques échanges juridiques, un jury a décidé qu'il devait partager le prix avec ses amis. Le prix de 38,5 millions de dollars a été ramené à 24 millions de dollars, et Lopez a fini par devoir à chacun d'eux la coquette somme de 4 millions de dollars avant impôt. 10. Evelyn Adams. Evelyn Adams, une femme du New Jersey, travaillait comme employée de commerce dans les années 1980. Mais c'est sa passion inébranlable pour la loterie nationale qui a changé le cours de sa vie. Depuis la création de la loterie en 1971, Evelyn était une joueuse assidue, dépensant chaque semaine 25 dollars pour acheter des billets, dans l'espoir d'un coup de chance. Sa persévérance a porté ses fruits en octobre 1985, lorsqu'elle a remporté son premier gros lot de 3,9 millions de dollars. Cette victoire du destin l'a poussée à augmenter ses dépenses à la loterie, en investissant désormais 100 dollars par semaine. À la surprise générale, la chance a de nouveau frappé Evelyn 4 mois plus tard, avec un gain stupéfiant de 1,4 million de dollars, faisant d'elle non pas une, mais 2 fois gagnante de la loterie de l'État du New Jersey, et c'est dans un laps de temps remarquablement court. Ces victoires consécutives n'ont pas seulement fait d'elle une réussite financière, elles ont fait d'elle une pionnière. Le double gain d'Evelyn a fait d'elle la première personne à avoir gagné 2 fois à la loterie du New Jersey. Son nom est entré dans l'histoire de l'État, témoignant de sa remarquable fortune. Ce qui est peut-être tout aussi intriguant, c'est la manière dont elle a choisi de gérer sa nouvelle richesse. Ces 2 victoires lui ont été versées sous forme de paiements annuels avec une déduction fiscale de 20%. Cela lui a laissé une somme annuelle de 218 000 dollars. Avec cette manne, elle a réglé ses dettes, assuré l'avenir de sa fille en créant un fonds d'études, s'est offert une nouvelle voiture et a généreusement comblé ses amis et sa famille de cadeaux. Toutefois, sa générosité l'a également conduite sur une voie familière à de nombreux gagnants de la loterie, prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin. Pourtant, ce geste de bonne volonté n'était pas sans poser de problème, car l'absence de remboursement mettait à rude épreuve certaines de ses relations. La vie d'Evelyn Adams a pris un tournant imprévu. Sa richesse soudaine a fait d'elle un visage reconnaissable, la privant de l'anonymat dont elle jouissait auparavant. Elle est confrontée au défi de gérer sa nouvelle célébrité tout en conservant ses rêves de poursuivre une formation musicale et d'ouvrir un magasin de musique, tout en épousant son fiancé, propriétaire de la supérette où elle travaillait. L'attrait du jeu s'est installé, entraînant une cascade de faux pas financiers. Avec les dépenses personnelles, les investissements mal avisés, les rénovations de maisons et la générosité continue, la fortune, autrefois substantielle, commence à diminuer. Au fil du temps, Evelyn s'est retrouvée à vivre dans une caravane, bien loin du luxe que ses gains à la loterie lui avaient initialement promis. S'il ne fait aucun doute que gagner à la loterie peut transformer des vies du jour au lendemain, cela ne confère pas pour autant aux individus le sens financier nécessaire pour relever les défis qui accompagnent une richesse substantielle, comme en témoigne la façon dont ces personnes ont dépensé leur argent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cliquez sur n'importe quelle carte de votre écran pour accéder à d'autres contenus de ce type et je vous y retrouverai.